Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. 5 ans, cela fait déjà 5 ans que les puces Apple Silicon ont bouleversé les Mac. Le 10 novembre 2020, Apple a annoncé le MacBook Air M1, le MacBook Pro M1 et le Mac Mini M1, 3 ordinateurs aux performances exceptionnelles. 5 ans plus tard, quel bilan peut-on tirer de cette transition ? On va en discuter avec Christophe. Au programme de cette émission également, les satellites vont compter de plus en plus sur l'iPhone, Apple TV échappe à la pub pour l'instant, et l'iPhone Air est décidément bien mal engagé. Nous sommes le samedi 15 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On entre officiellement dans la période des fêtes de fin d'année. Apple vient de mettre les décos de Noël dans les Apple Store et elle permet aussi de retourner ses achats jusqu'au 8 janvier. C'est pratique si on a fait une petite erreur sous le sapin. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, comment dire ? Est-ce que tu connais un marabout par hasard ? On a besoin d'aide là. Un marabout, alors non, j'en connais pas là. Pourquoi faire ? Parce qu'on a été marabouté, c'est évident, je vois pas d'autre explication. On a des gros problèmes de transport à l'heure actuelle. Ah oui. Alors bon, on l'a déjà dit dans le cadre de notre projet Ulule, il y a un transporteur qui a perdu une de nos palettes. Alors ça a déjà coûté assez cher pour le dire clairement, mais c'est pas tout. En ce moment, c'est la loi des séries. Je sais pas si tu te souviens, mais donc l'iPhone 17 Pro Max est sorti. Donc, il a fallu le commander, évidemment, dès sa sortie. Alors, pour moi, c'est toujours un gros moment de stress. Donc, je me dépêche. Et évidemment, il faut qu'on l'ait le jour de sa sortie. Sinon, pour le test, c'est compliqué. Résultat, au lieu d'acheter le modèle de base, on se retrouve à lâcher 2500 € avec le modèle 2 Tera, pardon. Tera, ouais. Ce qui a beaucoup amusé Félix. Il a trouvé ça très, très bien. Voilà. Donc, il fait son test. Je me suis dit, tiens, il a fini super. En ces moments de trésorerie un peu compliqués, on va pouvoir le renvoyer à Apple et se faire rembourser. Et là, patati, on ne sait pas ce qui se passe. Le modèle, il a priori arrivé chez Apple. On dit, il faut ouvrir une enquête, il y a un truc bizarre. Enfin bref, c'est compliqué. Résultat, il a fallu attendre 2 mois pour se faire rembourser. Ah oui. Là, Félix teste l'iPad Pro. Alors là, il fait un très bon test. On a pris un modèle plutôt entrée de gamme. Enfin, il ne peut pas tout avoir à chaque fois. Entrée de gamme avec l'iPad Pro, c'est quand même... Oui, c'est un beau billet, on est d'accord. Et donc, là, je dis à Félix, là, tu sais, on se le dit tous les deux, bon, il y a eu des problèmes, a priori, avec l'envoi de l'iPhone 17 Pro Max, peut-être que tu devrais le déposer dans une agence, c'est peut-être plus sûr, enfin, au moins dans un point de dépôt, on sait jamais. Donc là, un peu parano, Félix, il prend plein de photos, puis il va à un point de dépôt UPS. Et là, il y a 2-3 jours, il y a Apple qui nous écrit en nous disant il y aurait pas eu je crois qu'il y a eu un problème avec votre colis, il n'y a pas d'iPad, on a retrouvé de la colle à la place. De la colle. Donc voilà, on a un problème avec les transports, c'est pour ça que je lance un appel à un marabout. En plus, c'est étonnant parce que par rapport à Apple, ça nous arrivait jamais, à vrai dire, ce genre de souci-là. Je crois qu'on a eu un souci en 10 ou 15 ans et c'était peut-être lié au fait qu'on avait envoyé une fois beaucoup de colis d'un coup et il s'était peut-être perdu entre les références. Mais voilà, là, quand ça veut pas, ça veut pas. Vraiment étonnant. Tiens, j'avais une petite question avant qu'on démarre le tour de l'actu. Dis-moi, elles sont de quelle couleur tes chaussettes ? Mes chaussettes ? Tes chaussettes, ouais. Ouais, je vois de quoi tu vas me parler. Le nouveau produit Apple, ben oui, bien sûr. À 150 ou 190 €, je ne sais même plus. 150 € pour le petit modèle d'iPhone Pocket ou 250 pour le grand modèle, ouais. Je voudrais bien savoir ce qu'en pense le lecteur. Il s'était dit, tiens, cette semaine, on va avoir un nouvel HomePod mini et un nouvel Apple TV. Et qu'est-ce que vous avez à la place ? Des chaussettes à 200 balles. C'était vraiment une surprise, ouais. Ouais, j'attends avec impatience la photo parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire, qui va utiliser ces chaussettes pour un sapin de Noël. Ça va pas manquer. J'ai hâte de voir ça. Bon, on va parler maintenant du sujet principal de la semaine. C'est le 5e anniversaire de l'architecture Apple Silicon. Les premiers Mac équipés d'un système sur puce conçu par Apple ont en effet été annoncés le 10 novembre 2020. Il s'agissait donc du MacBook Air, du MacBook Pro et du Mac Mini M1. Ils ont été suivis par plein d'autres machines et la transition complète a été bouclée mi-2023 quand le Mac Pro Xeon a été remplacé par le Mac Pro M2 Ultra.
Alors les derniers Mac Intel sont toujours pris en charge par macOS 26, mais l'année prochaine, ça sera la fin de la route pour eux. Apple a déjà prévenu que macOS 27 ne serait plus compatible avec les Mac Intel. Christophe, dis-moi, 5 ans après, quel bilan on peut tirer de cette transition? Bon, je pense que personne ne regrette ce changement, mais est-ce qu'il y a quand même des Mac qui ont été plus avantagés que d'autres, ou encore des questions qui se posent sur cette architecture? Alors, j'ai lu ton article sur les 5 ans du MacBook Air M1 Mhm. et je t'ai trouvé quand même un petit peu hargneux, hein, parce qu'au lieu de parler des mérites du MacBook Air M1, tu continues encore et encore à régler tes comptes avec la Touch Bar. Bah oui, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec cette génération, donc il fallait... Non, mais c'était parce que le contraste était vraiment saisissant, entre, comme j'explique dans cet article-là, entre un MacBook Pro 2016 qui m'en a fait baver, et puis le MacBook Air M1 qui a un vrai délice. Le contraste est vraiment incroyable. As-tu noté la date de décès de la Touch Bar quand tu fêtais cet anniversaire-là d'ici quelques années? Je ne l'ai pas noté, mais je pourrais le faire avec grand plaisir. Je crois que je t'ai donné une idée masse. Bon, alors pour répondre à ta question, de toute façon, c'est une évidence. Les grands gagnants, ce sont les ordinateurs portables. On a des ordinateurs qui sont rapides, qui ont une super autonomie, qui chauffent assez peu. On a fait un bond considérable, voilà, presque sans aucun équivalent dans l'histoire. Enfin, il y a eu effectivement des transitions. On pense effectivement au passage au PowerPC, puis plus récemment, il y a déjà une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années à l'architecture x86. Il y a eu aussi le passage au SSD qui a été une vraie libération. Mais là, enfin voilà, on a des Mac qui sont maintenant tout le temps rapides, et ça, c'est assez extraordinaire. Après, la machine qui, je trouve, a plutôt bien négocié ce virage, c'est également le Mac Mini. Apple le met fréquemment à jour, et il a ce nouveau design qui est très très sympa. Et d'ailleurs, c'est même assez étonnant, parce que finalement, Apple a multiplié, depuis qu'on est passé sur cette architecture Apple et Silicon, les ordinateurs de bureau. Donc, elle a refait l'iMac. Alors, justement, l'iMac, pour moi, c'est plutôt, entre guillemets, je le mettrais plutôt dans la liste des perdants, parce que je préférais l'iMac 27 pouces. Je comprends très bien la raison d'avoir développé cet iMac qui peut être très intéressant, on va dire, dans un contexte professionnel, lorsque des gens veulent un poste de travail qui prend peu de place. C'est une super machine pour ça. Mais donc oui, Apple a donc repensé le Mac Mini, elle a refait cet iMac, il y a le Mac Studio aussi qui est une alternative assez intéressante. Bon alors, le perdant, à la limite, pour moi, c'était le Mac Pro, mais bon, c'était déjà une machine confidentielle, mais Apple a peut-être pas encore réussi à développer, on va dire, une puce à la hauteur de ce modèle. Bon, ça pourrait peut-être être l'année prochaine avec le M5, Apple a l'air d'avoir des projets intéressants. Mais bon, enfin voilà, le Mac Pro, on va dire, c'est pour épater la galerie. Alors, si on fait un bilan commercial, entre 2020 et 2025, le Mac il a gagné à la louche environ 1,5 point de part de marché. Alors, c'est toute la question, est-ce que c'est suffisant ou pas? Est-ce que lorsqu'on a, on va dire, une telle avance sur la concurrence, est-ce que Apple peut ou doit faire mieux? C'est un peu ma grande question du moment, et on verra ce que 2026 nous réserve, mais à mon avis, c'est la raison pour laquelle ils vont lancer un Mac, entre guillemets, low cost. C'est-à-dire vraiment un Mac, on va dire, à, disons, 600-700 $, donc pour lequel, enfin, le prix sera pas, on va dire, un thème. Et, un MacBook en particulier, parce que le Mac à 600 $, il existe déjà avec le Mac Mini, pardon, mais là, ça serait un Mac portable. Ouais. Et je pense que cette machine, elle peut intéresser de nombreux utilisateurs PC qui regardent depuis longtemps le Mac, et voilà, qui se retrouvent avec un vieux PC sous Windows 10 qu'il faut absolument changer tôt ou tard, et se dire ouais, c'est peut-être le moment d'y aller. Et je pense que ça peut redynamiser la position d'Apple dans le marché de l'éducation également. Et il y a également des entreprises pour qui le coût est quand même un sujet. Là, je pense que ça va finir de faire... Enfin, il y a des gens qui vont finir par prendre des décisions allant dans le sens d'Apple. Il y a aussi un autre truc qui est assez étonnant, c'est que moi, je trouve... Enfin, il y a quand même quelque chose à tirer de ce bilan, c'est que les machines qu'on a actuellement au catalogue d'Apple, c'est des machines qui sont assez sages. On va dire 6 mois ou 1 an avant la sortie des Mac Apple Silicon, tu m'aurais dit, alors à ton avis, d'ici 3 à 4 ans,
Qu'est-ce qu'on aura comme Mac? Moi, je t'aurais parié qu'on aurait dans le commerce un Mac qui soit entre guillemets un MacBook revisité, une machine qui pèse moins d'1 kilo, hyper fine, genre de truc. Cette machine n'existe pas. J'aurais été persuadé que du fait que le Mac et l'iPad sont deux machines très proches d'un point de vue, on va dire, hardware, qu'Apple propose un MacBook équipé d'une connexion cellulaire, toujours rien. Et voilà, ça c'est, on va dire, Apple a eu une approche très très sage des choses, mais je pense qu'en même temps que cette histoire d'Apple Silicon, elle a peut-être voulu aussi faire un peu table rase du passé. On était c'était à l'époque où on parlait beaucoup de la course à la finesse, des claviers papillons, tout ça. Peut-être que Apple a voulu, on va être très conservateur pendant un moment et faire vraiment des machines que nos utilisateurs attendent. Et puis peut-être qu'un peu plus tard, on fera preuve d'un peu plus de fantaisie. Et ceci dit, l'avenir, on va dire, à court moyen terme, promet d'être relativement intéressant. Alors il y a déjà effectivement ce MacBook low cost qui devrait arriver plutôt dans la première partie de 2026. Mais l'autre machine qui s'annonce carrément spectaculaire, c'est ce MacBook Pro M6 qui serait tactile. Alors ça, c'est quand même... ce serait quand même une sacrée révolution. Puis il y a peut-être quand même un petit dernier point, donc ça fait 5 ans, et on s'était dit quand même que la concurrence allait quand même finir par revenir, et 5 ans après, c'est pas évident que la concurrence arrive sur certains points bien précis à faire aussi bien qu'Apple. Et l'autre point, c'est ce que certains voulaient sous-entendre à l'époque, il y en a qui disaient que l'architecture Apple Silicon, c'était un feu de paille, c'est d'ailleurs que Apple avait effectivement eu une bonne idée, mais que ce serait une bonne idée un peu sans lendemain. Et on s'aperçoit génération après génération, année après année, qu'on a des machines, on a des speed bumps, et à chaque fois, on a des machines qui gagnent entre 10 et 20% de performance. On va continuer avec les satellites. Oui, il y a beaucoup d'agitation autour des satellites actuellement. D'après Mark Gurman, Apple compte ajouter plusieurs fonctionnalités spéciales à l'iPhone. En plus des messages textuels, on pourra un jour ou l'autre envoyer des photos via une connexion satellitaire. Cette connexion pourrait aussi servir à utiliser Plan et même certaines applications tierces quand on est dans une zone blanche. Apple chercherait enfin à faciliter l'utilisation de cette connexion. Parce qu'aujourd'hui c'est assez contraignant, il faut orienter son iPhone vers le ciel. Et tout ça, Apple voudrait le faire avec la constellation de Globalstar, qui est un partenaire dont elle monopolise le réseau pour ses propres besoins. Mais il y a un autre acteur qui arrive à toute vitesse, c'est SpaceX, avec son réseau Starlink. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, Starlink a ajouté une connexion satellitaire à l'Apple Watch Series 11 et Series 3 au Canada et au Japon. Alors que ce sont des montres qui ne sont pas compatibles avec les satellites à la base, en tout cas pas avec le réseau de Globalstar, mais qui peuvent l'être avec celui de Starlink, à condition que des opérateurs locaux fassent le relais. Est-ce qu'un deal entre Apple et SpaceX est inévitable ? Inévitable, je crois que c'est vraiment le bon mot. Alors, il y a quand même... il faut être clair, dans ce domaine, Starlink a une avance considérable sur la concurrence, et notamment par rapport à Globalstar. Elle a un nombre conséquent de satellites, c'est déjà un premier avantage, et il présente l'avantage d'être à basse orbite, donc pour tout ce qui est débit, c'est forcément bien meilleur. Alors après, ça pose la question de l'avenir des connexions satellitaire. Est-ce que cela va rester un gadget ? Alors, c'est un gadget qui peut, dans certains cas, sauver des vies, on est d'accord, hein. Ou est-ce que cela va s'imposer comme, on va dire, peut-être un rival aux connexions cellulaires traditionnelles. Alors, tu avais fait un papier là-dessus, hein, je crois que Elon Musk y croit. Et oui, peut-être que d'ici quelques années, on aura effectivement des opérateurs satellitaires qui proposeront des offres on va dire, au niveau mondial. Mais il y croit, mais il restait nuancé quand même. Il disait que ça ne remplacerait pas les opérateurs locaux, notamment pour des questions, parce que pour l'instant, Starlink n'a pas autant de fréquences, donc les débits resteraient évidemment beaucoup... les débits, la couverture resterait largement supérieure avec les opérateurs locaux, mais c'est vrai qu'il envisage quand même de proposer ce qui pourrait être une offre globale. Ouais. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que
il a l'air de penser que Starlink peut marcher en intérieur. Alors ça, je suis assez curieux. Alors je me suis dit, bon, c'est du Musk. Et puis après, il y a Gurman qui a décrit les projets d'Apple, on va dire, dans ce domaine-là également. Et ils veulent effectivement, on va dire, que l'iPhone soit capable de capter un satellite en étant en intérieur. Et ça, j'ai un peu de mal à comprendre. À une époque, j'ai eu une antenne parabole pour capter la télé et fallait la mettre dehors quand même. Hein. Donc il y a des choses qui... C'est le progrès, c'est le progrès. Ouais, non mais c'est ça. Donc je reste assez curieux, mais ceci dit, c'est une vraie question et ça peut malgré tout peut-être être d'ici quelques années un rival aux opérateurs traditionnels. Tu peux peut-être imaginer que tu aies une connexion satellitaire, certes, qui ne soit pas aussi rapide, et chez toi, avoir une connexion Wi-Fi très haute performance. J'ai pas de boule de cristal ou quoi que ce soit, mais je serais opérateur de téléphonie mobile, je m'intéresserais quand même de très très près à ce sujet-là, et bon, je me ferais du mouron, parce que bon, malgré tout, c'est moche quand même. On continue avec un petit point sur Apple TV, le service qui s'appelait Apple TV+, il n'y a encore pas très longtemps. Dans une longue interview accordée à Screen International, Eddie Q a reconnu que les débuts avaient été plus compliqués qu'il ne l'avait imaginé. Mais Apple TV a maintenant trouvé son rythme de croisière, selon lui. Le responsable des services a l'air plutôt content des stats, sauf qu'il ne veut toujours pas indiquer le nombre d'abonnés. Il a aussi déclaré qu'une offre avec de la pub n'était pas prévue. Est-ce que tu y crois vraiment ? Parce que tous les autres s'y sont mis et c'est une formule qui marche très bien sur Netflix. Mais pourquoi écoutes-tu Eddie Q encore ? Mais c'est une sacrée canaille, tu le sais très bien. Je dis pas qu'il parle pour rien dire, mais bon, il nous dit oui, ça marche bien. Ah oui, on a des abonnés. Oui, combien ? Je sais pas. Enfin voilà, donc il communique. Il a quand même fait beaucoup de vent récemment. Et puis la publicité, bon. Ceci dit, il y a quand même, il y a quand même deux choses qui sont intéressantes par rapport à tout ça. De manière plus générale, ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on entend qu'Apple travaille à intégrer la publicité dans ses services. Il y avait notamment des rumeurs autour de plans et de podcasts. Et voilà, on est fin 2025, il n'y a toujours rien. Il y a encore des rumeurs qui nous disent « Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, non. Pas qu'on s'inquiète personnellement, hein. Non. Mais dans Plan, ça arrive bientôt. Et c'est assez étonnant parce que c'est pas très compliqué à faire. Et oui, éventuellement, il y a des choses, ça peut être fait, on va dire, relativement bien. Alors après, on va revenir au cas Apple TV. Alors, Eddie Q nous a dit que tout va bien, il est très optimiste et tout ça. En fait, dans les faits, ces dernières semaines, Apple TV, d'ailleurs j'ai été sur le site d'Apple France ce matin, on dit toujours Apple TV+, sur le site d'Apple France. Oui, c'est pas encore à jour. Ouais. Apple TV a eu le droit à une réorganisation complète ces dernières semaines. On en a parlé du nouveau branding. C'est pour faire quoi on fait un nouveau branding ? C'est pour marquer un nouveau départ. Mais à quoi bon marquer un nouveau départ si tout va bien ? Peut-être que ça marche pas si bien. Et puis surtout, commercialement, Apple a totalement revu son offre. Maintenant, elle propose un tarif unique avec tout dedans, à savoir donc ses séries et ses films. La MLS, c'était une option payante. Maintenant, elle sera prochainement incluse dans le package. Et il y aura également MLS, on peut préciser que c'est le football nord-américain. Oui, voilà. Ça c'est quand les Américains... Parce que c'est pas connu par tout le monde. Oui, pardon, tu as raison. Et la Formule 1. Alors là, bon, notre lecteur n'étant pas américain, c'est pas la peine de l'expliquer, ils savent ce que c'est. Qui arrive l'année prochaine, et donc là aussi, sans surcoût. Et donc, par contre, à la fin, ça va faire une super offre. Donc, c'est-à-dire... je crois que c'est $14,99 aux États-Unis. C'est bien ça, hein ? C'est ça, je crois. Oui, ça va augmenter récemment. Ça doit être ça maintenant voilà. aux États-Unis. Ouais. Et le tarif est encore moins cher à l'année. Là, t'as quand même une super offre, c'est-à-dire que tu as un package complet avec films, séries et du sport. Bon, alors, je pense que cette offre peut marcher, mais c'est là où on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, Apple est volontairement plus agressive sur le plan commercial. Les droits, c'est un coût, il faut les payer. Et Apple perd de l'argent déjà sur Apple TV. Donc, comment faire pour équilibrer la balance ? Écoute-moi, mettre un petit peu de publicité dans le cadre d'une retransmission sportive,
C'est assez facile à faire. C'est pas les occasions qui manquent lors d'un match ou d'un Grand Prix. Je pense que c'est quand même possible que le sujet revienne sur la table tôt ou tard. Et je viens de vérifier, c'est 12,99 maintenant dollars aux États-Unis au lieu de 9,99. Et en plus, alors là, je me fais l'avocat d'Apple TV, ce qui est quand même formidable. Mais Nicolas, je suis sûr qu'il insisterait sur ce point, avec une qualité optimale, contrairement à d'autres services qui font payer ça. Oui. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. On termine le tour de l'actu avec des mauvaises nouvelles supplémentaires concernant l'iPhone Air. Le mois dernier, on avait déjà indiqué que les ventes semblaient largement en dessous des attentes d'Apple. Cette semaine, le site The Information affirme que la production pourrait être complètement arrêtée d'ici la fin du mois, tant la demande ne suit pas. Ce revers pousserait aussi Apple à revoir ses plans pour l'iPhone Air 2, car oui, un iPhone Air 2 serait toujours prévu, mais au lieu d'un lancement septembre 2026, il pourrait n'arriver qu'au printemps 2027. Ce laps de temps supplémentaire servirait en fait à combler une grosse lacune en ajoutant une deuxième caméra à l'arrière. D'ici là, comment Apple peut-elle sauver le premier iPhone Air, Christophe ? En faisant des super promotions et en le proposant à moins de 800 € sur certains sites. Ce qui se passe déjà, quoi. Oui, voilà. Oui. Non, mais il y a un truc qui... Je crois que en fait, Apple a déjà perdu la bataille de la communication avec l'iPhone Air avant sa commercialisation. Parce qu'il y a un truc qui est étonnant, et je pense qu'on va faire un papier, mais c'est entre guillemets mon intuition, et en tout cas c'est le ressenti à chaque fois que je parle avec un iPhone Air, ce sont des gens qui sont contents de leur appareil. Mais quand je dis que Apple a perdu la bataille de la communication avec la commercialisation, c'est notamment au sujet de l'autonomie. Il y a eu pendant des semaines et des mois, je pose la question, est-ce qu'il va avoir une bonne autonomie? Est-ce qu'il va avoir une autonomie suffisante? En plus, il y a eu la rumeur, qui s'est avérée exacte, du retour de la batterie MagSafe. Donc, ça a fini de convaincre les gens de dire, ah ouais, non, mais c'est un téléphone, si tu le recharges pas dans la journée, t'es mort. Dans les faits, l'autonomie de l'iPhone Air, on va dire, elle est convenable, elle est meilleure que elle offre. Les chiffres qu'avance Apple, qui sont exacts, sont meilleurs que certains iPhones qui ont été commercialisés l'année dernière. Et donc ça, c'est voilà, il y a eu une vraie défaite à ce niveau-là. Après, je pense que le souci, et c'est ce qu'Apple va devoir revoir avec l'iPhone Air 2, c'est qu'il y a un mauvais positionnement. Soit l'iPhone Air, c'est comme le MacBook Air, c'est un modèle entrée de gamme. Et dans ce cas-là, on peut comprendre qu'il y ait certaines concessions au niveau de la photo, qu'il n'y ait qu'un seul haut-parleur ou ce genre de choses. Soit, il faut que ce soit un iPhone 17, mais en mieux. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est le cas, par exemple, pour le processeur, mais c'est pas le cas pour tout ce qui est photo, par exemple. Alors, moi, je veux être optimiste. Le premier MacBook Air, ça n'avait pas été une réussite, loin de là. On voyait que ce produit avait affiché de belles promesses, mais que la réalisation n'était pas à la hauteur. Alors j'espère que d'ici 2 à 3 ans, Apple va sortir une deuxième génération et rectifier le tir. Je pense qu'ils en sont capables. Après, ça pose la question de comment l'iPhone Air va vivoter pendant toute cette période, parce que je ne vois pas. Quand tu vois que l'iPhone Air est commercialisé 800 € sur certains sites et elle le vend 400 € plus cher, je pense que ça peut pas durer éternellement. Je pense qu'il va falloir qu'elle fasse quelque chose et qu'elle baisse peut-être le prix public de son téléphone. Peut-être à l'occasion du lancement de l'iPhone 17e au printemps, une baisse de l'iPhone Air en même temps, ouais, pourquoi pas. Mais il y a eu effectivement, Apple a un vrai problème, il y a eu récemment un rapport qui laisse entendre que l'iPhone 16e a des ventes qui sont plutôt décevantes. Mais c'est exactement... ces deux appareils ont le même problème, ils ont un prix de départ qui est très élevé. Par contre, nous, on a pu le voir lorsque l'iPhone 16e fait l'objet de grosses promotions, que ce soit chez Rakuten ou lors d'événements type Prime Days chez Amazon. Là, Apple peut en vendre des palettes entières. Donc il y a quand même il y a un petit problème tarifaire à régler. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous appréciez Sortie de Veille sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut à tous!